Jusqu'en effectivement 2010-2015, la France reste vraiment un ténor de l'agriculture mondiale. Elle est dans tous les secteurs pratiquement entre la première et la 10e place. Aujourd'hui, nous ne sommes plus l'une des 10 premières agricultures mondiales. On a vu le nombre d'exploitations s'effondrer. Jusqu'en 2015, il y avait encore à peu près 500 000 exploitations agricoles, il y en a plus de 390 000 aujourd'hui. Par ailleurs, on estime qu'en 2030, on aura 50% des agriculteurs qui seront à la retraite, avec très peu d'occasions de reprise. Donc l'agriculture française risque de vraiment s'effondrer totalement. En fait, il y a toujours des idées reçues sur le maïs. Il est responsable à peu près un tiers de l'irrigation en France. Donc c'est pas rien du tout et effectivement c'est gros. Mais c'est pas du tout parce que le maïs nécessite plus d'eau que les autres, c'est parce qu'il pousse pendant la période estivale, là où on a le plus besoin d'eau. Ah oui, d'accord. Mais cependant, il y a d'autres cultures qui même nécessitent plus d'irrigation que le maïs. Parmi ces cultures-là, on a par exemple tout ce qui est arboriculture, tout ce qui est maraîchage, par exemple. Et également, on a énormément de cultures justement avec des intérêts agronomiques et écologiques importants qui nécessitent de l'irrigation. Et je pense notamment aux cultures de légumineuses, par exemple. Donc assez paradoxalement, irriguer, ça permet aussi de diversifier les cultures. C'est quelque chose qui, dans certaines conditions, peut au contraire aboutir à une certaine transition vers plus d'écologie. Les pesticides, oui, on peut s'en passer si on veut. Mais on perd 50% de la production, quoi. Voilà. Donc actuellement, il y a l'agriculture bio qui se passe juste des pesticides de synthèse, mais même eux utilisent aussi des pesticides. On est à moins 30% à peu près de rendement par rapport à l'agriculture conventionnelle. Il y a une erreur déjà sémantique, c'est-à-dire qu'on parle d'accord de libre-échange, alors qu'en réalité c'est un accord commercial, c'est-à-dire qu'on ne va pas ouvrir complètement les vannes. C'est-à-dire on va limiter à un certain volume, et ces volumes ils restent très petits. Si je prends un exemple sur la viande, parce que c'est ce qui a souvent cristallisé les débats et les angoisses, c'est moins d'un steak par Européen et par an. Donc on reste sur moins d'1,5, je crois que c'est 1,4% de notre consommation. Donc ça reste très faible. C'est 100 000 tonnes quand on en consomme 7 millions. Oui. Les agriculteurs, ça fait déjà des décennies ou même des siècles qu'ils font de la technologie. Alors cette technologie, c'est pas forcément celle d'aujourd'hui, mais c'est la base de leur métier. C'est-à-dire que elle évolue, mais ils sont en permanence à se poser des questions justement sur ce qui va être le plus efficace. Il y a deux révolutions qui arrivent. Il y a la révolution des NGT, pour moi c'en est vraiment une. Il y a la révolution de l'IA. Il y a vraiment un fossé entre quelque part ce que défendent certains politiques ou même ce que semble vouloir une partie de la population, qui est de revenir à une agriculture, à des petites exploitations, à une agriculture avec plus de main-d'œuvre, alors qu'en réalité la main-d'œuvre elle va décroître parce qu'on a beaucoup d'agriculteurs qui partent à la retraite et autant beaucoup de gens fantasment sur cette agriculture, autant des installations on n'en a pas énormément. Pendant le Covid, quand il a fallu aller récolter les fraises, les gens se sont quand même pas bousculés au portillon, donc tout ça reste un vœu pieux. Et je pense que finalement, si on laisse faire, ça va aussi dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire que les agriculteurs vont pouvoir avoir de plus grandes exploitations avec des machines qui vont les aider, qui vont se soustraire au travail manuel. Bienvenue à tous dans Planète Ingé, la première émission qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias. Je suis Mathieu Poulain et chaque semaine j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro un ingénieur au parcours exceptionnel pour nous partager son expertise et sa vision et vous permettre de comprendre l'actualité tech et ses enjeux. Préparez-vous à découvrir les coulisses de l'ingénierie qui façonne le monde d'aujourd'hui et de demain. Installez-vous confortablement car sur Planète Ingé, l'avenir commence maintenant. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingénieur. Aujourd'hui, on va parler d'agriculture. Ça fait un moment que je voulais faire un épisode sur l'agriculture. C'est pas toujours simple de trouver les bonnes personnes à qui s'adresser. Et puis, pendant l'été, j'ai mes amis des électrons libres qui ont sorti ce bouquin, Trop bio pour être vrai. Et je me suis dit, finalement, ce serait peut-être pas plus mal de les inviter, eux, pour échanger autour de cette thématique. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Varrer, Antoine Copra et Benjamin Cyr des électrons libres. Comment allez-vous, messieurs ? Super, ça va. Ok. Bon, j'espère que vous êtes bien chaud parce qu'on a un agenda assez chargé. Bon, moi, quand j'étais petit, quand j'étais à l'école, je me rappelle, j'étais en primaire, j'étais assez chauvin. Et je me rappelle quand la maîtresse, elle nous donnait en cours de géographie les classements, qui produit le plus, qui est le meilleur en industrie, qui est le meilleur en agricole, ceci, cela. On était toujours content qu'à un moment donné, au moins dans un truc, il y avait la France qui était plutôt dans les premiers, quoi. Donc moi j'avais cette image-là en tête, et avec le temps qui passe, on ne s'intéresse pas au sujet, on se dit toujours, et je pense que c'est encore le cas de beaucoup de personnes, ça va, en agriculture, la France, on est toujours dans les meilleurs, quoi.
Malheureusement, on se rend compte qu'il y a plusieurs choses qui arrivent. La profession vieillit, les revenus s'effondrent, les agriculteurs sont devenus la cible récurrente de critiques. On leur demande de nourrir la planète, de sauver la biodiversité. Et la question que je me pose, et qu'on va essayer de répondre aujourd'hui, comment on en est arrivé là? Et surtout, quelle réalité pour l'agriculture de demain? Est-ce qu'on va vers une décroissance, une dépendance? Est-ce qu'on est obligé d'aller vers l'innovation technologique? Donc, est-ce qu'on peut poser un constat rapide, simple, synthétique sur ce qu'il en est réellement en 2025? Alors déjà, avant de partir sur ce qu'il en est aujourd'hui, il faut voir d'où on vient. Jusqu'en effectivement 2010-2015, la France reste vraiment un ténor de l'agriculture mondiale. Elle est dans tous les secteurs, pratiquement, entre la première et la 10e place. On prend par exemple au niveau du blé, la France est le numéro 1 européen de très loin et le numéro 5 mondial jusqu'en 2015, c'est formidable. Évidemment, en viticulture, on était pas seulement le numéro 1, on était aussi évidemment le symbole de l'excellence française. Évidemment, pour la filière laitière aussi, et on est d'ailleurs toujours numéro 3. Le problème n'est pas tellement une question d'ordre de grandeur des classements, si ce n'est qu'aujourd'hui, même si on est encore bien placé dans certains secteurs agricoles, nous ne sommes plus l'une des 10 premières agricultures mondiales. Et on a été de ce point de vue-là supplanté notamment par une bonne partie des pays, peut-être des BRICS, que ce soit le Brésil particulièrement, les pays sud-américains, mais aussi à l'est de l'Europe. L'Ukraine n'est pas que en guerre, l'Ukraine est un des piliers de l'agriculture européenne, mais surtout, on a vu nos exploitations, le nombre d'exploitations s'effondrer. Jusqu'en 2015, il y avait encore à peu près 500 000 exploitations agricoles, il n'y en a plus que 390 000 aujourd'hui. Par ailleurs, ça représente, par rapport au bassin d'emploi, on est passé de quasiment 4% à 2,5%, 2,7% aujourd'hui. Mais ce n'est pas le plus gros problème. Il y a un des éléments que tu as cité tout à l'heure qui me paraît le plus essentiel, c'est la question d'abord de l'âge. On estime qu'en 2030, on aura 50% des agriculteurs qui seront à la retraite. Avec très peu d'occasions de reprise. Il faut savoir que la France n'est pas un pays de grandes exploitations. Les exploitations, elles tournent en moyenne autour de 60-65 hectares. On est arrivé à 69. Et très souvent, ce sont des mono-exploitations. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui arrive près de l'âge de retraite qui se retrouve sans successeur. Il va y avoir un tremblement de terre qui commence déjà à être parfaitement perceptible de ce point de vue-là. Et c'est lié aussi au fait qu'il y a eu une explosion des coûts des matériaux, des matières premières, des intrants nécessaires à la production agricole, et une difficulté, donc une baisse de revenus énorme qui motive extrêmement peu de gens pour reprendre les exploitations. Donc, soit on accepte d'aller vers l'innovation et, de cette manière, la concentration. Si on ne fait pas, franchit pas ce pas, l'agriculture française risque de vraiment s'effondrer totalement. Et à ça vient se télescoper aussi un changement climatique important. Est-ce que ça aussi, dans ton constat, dans ton bilan, tu considères qu'il faut le prendre en compte? Il faut doublement le prendre en compte parce que d'abord, c'était énormément, ça rentre énormément en ligne de compte en termes de normes. Ce qui est bien parce que il faut pouvoir préserver le climat et qu'il y a besoin de normes pour y arriver. Mais le problème, c'est que plus les agriculteurs ont des exploitations en solitaire, plus ils doivent eux-mêmes assumer l'essentiel du travail, moins il est facile pour eux de répondre à ces normes. Tu as parlé de normes, et on va pas pouvoir rentrer dans l'hyper-détail de ça, mais il y a une actualité forte dernièrement, la loi Duplon, qui était censée justement amener une réponse et une simplification des normes agricoles concrètement sur le terrain. Est-ce que c'est une réalité ou c'est encore un effet d'annonce avec lesquels on est assez habitué avec ce gouvernement depuis plusieurs années donc.
pas seulement au gouvernement, c'est un peu L'histoire. une histoire récurrente dans le monde politique. Et pourtant, on peut quand même dire oui. Cette loi, elle a été prise un peu en urgence, elle est un peu mal ficelée. Sénateur Duplon a voulu vraiment mettre en garde contre le sort des agriculteurs, contre les problèmes qu'ils avaient effectivement en termes normatifs, mais également en termes de traitement sur la question de l'acétamipride. La demande de réautorisation a été liée à une vraie urgence des filières. Il y a un progrès normatif, notamment concernant l'augmentation des exploitations, de la taille des exploitations, qui échappent à certaines normes spécifiques, à la fois pour l'installation, mais pas seulement des normes, également les délais de traitement des dossiers des installations. Là où c'est plus compliqué, c'est que l'un des pans essentiels de la loi était justement la réintroduction de l'acétamipride qui avait été interdite en 2020, mais qui est encore autorisée dans toute l'Europe, et pas seulement dans toute l'Europe, dans le monde entier. Mais avec le marché européen, ça a un impact, c'est-à-dire qu'on a interdit à certains agriculteurs, les nôtres, d'utiliser ce produit sur dans des filières particulières, comme la betterave, comme la noisette, comme la cerise, avec des conséquences qui sont absolument désastreuses, mais on permet l'importation de produits qui, eux, ont été traités de cette manière-là. Et pourtant, il y a eu quand même, sur certains pesticides et dans des cas d'urgence, également, quand même dans la loi, des réductions des normes qui permettent d'avoir des dérogations. Mais c'est quand même pas colossal, hein. C'est pas vraiment un changement de paradigme, cette loi. Et du coup, justement, le cas de l'acétamipride, hein, je le redis, acétamipride, c'est assez emblématique pour moi. C'est-à-dire qu'il y a eu une loi, peut-être, comme tu dis, très bonne, ou avec de très bonnes intentions, mais tout de suite, les médias et les politiques, certains bords politiques, se sont emparés de ce sujet de l'acétamipride pour en faire un épouvantail, raconter n'importe quoi, et justement dévier le sujet, et finalement on ne parle plus des vrais sujets. Antoine, qu'est-ce que ça nous dit sur la nécessité de l'équilibre entre protection environnementale et compétitivité agricole? Ouais. Alors déjà, je pense qu'il faut revenir sur qu'est-ce que l'acétamipride pour un peu comprendre. C'est-à-dire que l'acétamipride, c'est un pesticide qui permet de lutter contre les ravageurs. C'est un pesticide de la famille des néonicotinoïdes. La plupart des néonicotinoïdes ont été interdits au niveau européen il y a quelques années. L'acétamipride, lui, avait continué à être autorisé parce qu'il est beaucoup moins toxique pour les abeilles. C'est-à-dire que le problème, c'est quand on lutte contre les ravageurs, bah forcément, on va lutter contre l'ensemble des insectes. Et il y a des insectes contre qui on n'a pas envie de lutter, c'est-à-dire que les pollinisateurs et les abeilles notamment. L'acétamipride est donc déclaré par l'Agence sanitaire européenne comme moins toxique pour les abeilles. Il a aussi une persistance qui est plus faible dans l'environnement. Donc au niveau européen, il a été reconnu comme acceptable. C'est-à-dire que, sachant qu'à l'heure actuelle, d'autres pesticides plus dangereux ont été interdits, ce qui fait que si on n'a pas d'acétamipride, on n'a pas d'alternative satisfaisante. L'ANSES, qui est donc l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, a produit un rapport pour chercher justement quelles pouvaient être les alternatives. Il y en a très peu, c'est-à-dire qu'il y a éventuellement le paillage des exploitations, de la betterave notamment, donc, mais c'est extrêmement contraignant. Il y a le recours à d'autres pesticides, mais qui vont pas forcément aussi bien marcher ou avoir des impacts qui sont plus délétères, ou alors tout simplement qui commencent à créer des résistances chez certains ravageurs. Depuis qu'on a interdit les néonicotinoïdes en France, ça a eu un impact mesuré, c'est-à-dire que notamment sur la filière sucrière, la betterave à sucre. Il faut savoir que la betterave, en France, elle a une meilleure productivité que son homologue allemand, principalement parce que les conditions climatiques sont plus favorables. Et pour la première fois qu'on a interdit tous les recours aux néonicotinoïdes, on s'est retrouvé avec un rendement qui était inférieur en France par rapport à l'Allemagne. Ça, évidemment, ça fait une distorsion de concurrence, c'est-à-dire que les agriculteurs français se sont retrouvés avec de moins bons rendements, donc avec moins de revenus, moins de rentabilité.
Et on s'est retrouvé avec plusieurs sucreries qui ont fermé. Ça a été vraiment très concret. Il y Il y a en a 6 sur 20. ouais, c'est ça, 6 sur 20, c'est-à-dire c'est quasiment un tiers des sucreries qui ont fermé en France. Ça n'a pas touché que la betterave, ça a touché la filière noisette notamment. C'est-à-dire que la filière noisette, elle a quasiment perdu les 2 tiers de sa production en quelques années. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec les années difficiles. Parce que les années où tout va bien, finalement, on peut se passer de pesticides ou alors on peut s'en sortir à peu près. C'est-à-dire que là, évidemment, la rentabilité va un peu chuter, la production va un peu chuter, mais les années où vraiment il y a beaucoup de ravageurs, là, on va se retrouver dans des difficultés qui sont insurmontables. Et cette filière betterave, cette filière noisette, pardon, elle a vu véritablement ses rendements s'effondrer. Donc, c'est vraiment le problème, c'est que si on laisse les agriculteurs sans solution, ils ne peuvent pas être compétitifs et ça risque de faire disparaître des filières, comme ça a été le cas par le passé pour la moutarde, par exemple. Et du coup, ça me fait penser à 2 choses quand tu nous dis ça. La réponse qui va toujours être apportée à ces arguments-là, ça va être 2 choses. Et je pense que c'est important aussi d'essayer d'expliquer si c'est vrai ou pas. La première chose, ça va être la réponse qu'on entend souvent dans les médias, c'est pas besoin de pesticides. Regardez, les agriculteurs bio, eux s'en sortent. Vrai ou faux? Et ma deuxième question, c'est si nous, pourquoi on serait les moins faisants en France, à nous d'imposer en Europe? Déjà, bon, on va en reparler, hein, Stéphane va en parler plus en détail, mais déjà le bio, il utilise des pesticides. Il utilise des pesticides qui sont, ils sont différents, mais il en utilise. Et d'ailleurs, la frontière est assez fine, hein, on en reparlera. Et puis après, la question, c'est est-ce que véritablement on a les moyens de tout passer en bio? Est-ce que le consommateur a envie de passer au bio? Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de production bio en France qu'il y a véritablement de consommation. C'est-à-dire qu'on se retrouve, là, on va à l'encontre finalement de la volonté du consommateur. Donc, on peut avoir de bons sentiments, mais à moins de se renfermer complètement sur nous-mêmes, automatiquement, le consommateur, s'il n'y a plus de sucre conventionnel et donc moins cher, il va se tourner plutôt vers des produits importés. Mais pour la betterave et la noisette, j'imagine qu'ils sont soumis aux mêmes nuisibles que le conventionnel. Oui. Donc eux, qu'est-ce qu'on a envie de dire aux gens qui disent regardez, le bio, ça marche ou quoi, enfin, par rapport à ces filières-là, justement? Ça marche, mais avec des rendements qui sont bien inférieurs. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des noisettes beaucoup plus chères. Et la question, c'est est-ce qu'on peut absorber ces surcoûts? Oui. J'ai une question, et je suis désolé, elle sort complètement de ce qu'on avait discuté. Mais tu vois, quand tu parles d'agences, d'études, en fait, ça vous est déjà arrivé, j'imagine, entre le rôti et le fromage le dimanche, à table, quelqu'un vous dit « Ouais, mais de toute façon, ces agences, elles sont complètement corrompues. Donc tes études, elles valent rien, tu vois. » Qu'est-ce qu'on a envie de répondre à ça aussi? C'est dur comme question. C'est dur comme question. Non, il y a globalement, de toute façon, aujourd'hui, un désaveu permanent de tout ce qui ressemble à un corps intermédiaire. Ça, c'est une évolution du populisme. En revanche, c'est pas une question de corruption qui peut parfois affecter les agences. Alors, je ne sais pas si on va en citer ici, mais certaines sont parfois davantage motivées par un agenda militant que par un agenda scientifique, notamment quand elles sont davantage de conseils que d'études. Alors, comment envisager le futur de la politique environnementale? On va se fonder sur des études, mais c'est pas l'agence en question qui va les produire. Elle va faire appel ensuite à des producteurs d'études ou se fonder sur des études qui existent déjà. On a vu dans certains cas, notamment comme sur le glyphosate ou d'autres sujets, que ces études pouvaient être assez facilement discréditées et qu'il n'y avait pas suffisamment de littérature scientifique dans un domaine. Et pourtant, on va prendre une décision sur cette base-là et le conseil va être fait de l'agence. Je ne pense pas que la corruption soit le nœud du problème. C'est le nœud le plus facilement dispensable dans l'opinion, ce qui n'est pas la même chose. Et tu parlais tout à l'heure de ce sujet-là. La loi du plomb, elle nous en apprend beaucoup plus
sur la fabrique de l'opinion, la manière de fabriquer l'opinion, que sur l'agriculture et que sur la réalité agricole. Et c'est ça, en fait, le grand enseignement du moment et de cette loi. Pendant ce temps-là, la réalité des agriculteurs n'avance pas. On n'en parle pas et ça n'avance pas. Ouais. Sachant que les lobbies, ils peuvent être dans plusieurs sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un lobby qui va forcer, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait se dire que Bayer est un lobby, mais on peut aussi tout à fait se dire que l'industrie du bio est un lobby. D'ailleurs, c'est documenté. Donc, effectivement, dans les institutions européennes, il peut y avoir des gens qui cherchent à faire passer leurs idées, mais c'est aussi quelque part le fonctionnement de notre démocratie qui est imparfaite, mais qui est sûrement malgré tout le meilleur système parmi d'autres. Ok. Tout à l'heure, tu m'as tendu une perche magnifique pour vers la transition pour une autre question et hop, la perche est passée, j'ai pas réussi à l'attraper. Tu as parlé de Frexit et moi, ça m'a tout de suite fait penser au Mercosur. C'est le sujet qui arrive à 2000 à l'heure bientôt. On en parle déjà. Hein. Il cristallise beaucoup de craintes, mais pas seulement au niveau des politiques. On entend aussi beaucoup d'agriculteurs qui s'emparent de ce sujet en disant que c'est une menace pour eux. Est-ce que c'est réellement une menace, justement, ou est-ce que c'est juste un totem, encore une fois, politique? Alors, je pense que si on regarde l'agriculture du Mercosur, le Mercosur, pour rappeler ce que c'est un marché, c'est un peu l'équivalent de notre marché commun européen, mais pour une partie de l'Amérique du Sud. Ça va regrouper l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie. Donc c'est 5 pays. Et si on regarde l'agriculture de ces pays, notamment le Brésil et l'Argentine, c'est une agriculture qui n'a pas grand-chose à voir avec la nôtre, qui est des exploitations qui sont énormes. Pour donner une idée, certains éleveurs ont plus de 100 000 têtes de bétail. Nous, je ne sais pas si on se rappelle, il y a eu la ferme des 1000 vaches en France qui a essayé d'exister. On n'est pas arrivé à 900 bovins, que déjà, il y avait des levées de boucliers. Méga bovins, on dit bien les termes. Voilà, c'est ça, c'était, disons, les méga bovins. Donc, on n'avait même pas 1000 vaches, et eux, ils ont des troupeaux de 100 000 bêtes. Donc, on est sur une échelle qui est complètement différente. Il y a des éleveurs céréaliers, alors ce sont des entreprises, hein, on n'est pas dans l'éleveur unique, dans l'agriculteur seul, mais qui dépasse les 450 000 hectares. C'est-à-dire que c'est 200 fois plus que nos surfaces, notamment en Beauce. Donc, on se retrouve, évidemment, pour un agriculteur, ça fait forcément très peur. On se retrouve face à un géant qui, en plus, n'est pas soumis aux mêmes obligations réglementaires, donc avec des coûts qui peuvent être, du coup, inférieurs. Donc ça, forcément, ça fait très peur. Après, la réalité... Déjà, il faut voir qu'à l'heure actuelle, ces pays du Mercosur, ils nous envoient des produits, mais c'est principalement des produits qu'on ne peut pas produire. C'est-à-dire, ça va être des oranges, ça va être du café. On n'a pas de production de café, évidemment, sur le sol français, et encore moins en métropole. Et après, on a tendance... Il y a une erreur déjà sémantique, c'est-à-dire qu'on parle d'accord de libre-échange, alors qu'en réalité, c'est un accord commercial. C'est-à-dire qu'on ne va pas ouvrir complètement les vannes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque produit, ou quasiment tous les produits sont soumis à des contingents. C'est-à-dire, on va limiter à un certain volume, et ces volumes, ils restent très petits. C'est-à-dire que c'est toujours, pour chaque produit agricole, on va être sous les 1,5% de notre consommation. Si je prends un exemple sur la viande, parce que c'est ce qui a souvent cristallisé les débats et les angoisses, c'est moins d'un steak par Européen et par an. Donc on reste sur moins d'1,5, je crois que c'est 1,4% de notre consommation. Donc ça reste très faible. C'est 100 000 tonnes quand on en consomme 7 millions. Oui, donc c'est pas quelque chose qui va mettre en péril les équilibres agricoles européens et français. Alors, en fait, et quel est l'intérêt du coup? Parce qu'il faut qu'il y ait un côté positif, sinon ça sert à rien dans l'absolu. C'est ça, déjà... ça s'inscrit beaucoup dans le débat français, parce que sur les chiffres qu'Antoine donne, il dit qu'il y a 90 000 tonnes qui vont être exportées, ce qui en fait à l'échelle européenne n'est strictement rien. En France, on est dans les millions de tonnes de consommation, sauf qu'on est l'un des gros consommateurs européens. Donc on va dire peut-être qu'à l'échelle de la France, ça va faire plus de 1,5%. Mais en fait, ça a un impact uniquement symbolique. Le problème, c'est qu'on confond souvent le Mercosur avec l'ensemble de la concurrence.
et c'est une accumulation en fait de difficultés pour les agriculteurs qui les amène à lutter contre ce projet qui, en réalité, va favoriser certaines filières, notamment la filière viticole, la filière laitière peut y gagner aussi pas mal, mais quand vous discutez avec les syndicats, on peut prendre le principal syndicat qui est en lutte contre le Mercosur, la FNSEA, on le voyait bien aussi au sein des communiqués qui ont été antérieurs aux manifestations on a vu, mettaient le Mercosur énormément en avant. Et notamment les éleveurs, parce que Antoine parlait de la filière bovine, mais c'est toute la filière animale qui est concernée, la volaille aussi. Puis on s'aperçoit en réalité que non, la concurrence de la volaille, qui est réelle et qui est vraiment problématique, elle vient soit de l'Ukraine, soit au sein même de l'Union européenne, de la Pologne. Et c'est une concurrence à la fois en termes de normes, à la fois en termes de coûts, qui est vraiment problématique et qui pourrait être discutée. Mais on va l'inclure au sein d'un mot totem qui va être Mercosur. Comme tu dis, c'est la goutte d'eau sûrement qui fait. Mais est-ce que. Vas-y, je te laisse répondre. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase de la concurrence. Est-ce qu'il y a des aspects positifs du Mercosur? Parce que toi, il me semblait que tu avais écrit que finalement, tu voyais beaucoup plus d'aspects positifs que d'aspects négatifs. Alors déjà, il y a des aspects positifs parce que ça dépasse l'agriculture, le Mercosur. Hein. C'est aussi beaucoup de débouchés pour l'industrie, pour le secteur. Ah oui, oui, bien sûr. Évidemment, ça dépasse ce cadre-là. Après, comme le disait Benjamin, c'est aussi la reconnaissance des AOC. Donc c'est une avancée pour les vins et pour les fromages français. C'est-à-dire que on pourra plus vendre du champagne fait avec des raisins argentins typiquement. Il pourra pas y avoir de camembert fabriqué au Brésil. Je ne sais pas si à l'heure actuelle il y en a, mais c'est tout à fait possible. Beaucoup plus avec une suppression des droits de douane aussi de notre côté. Voilà, c'est ça. Typiquement, les vins français vont devenir automatiquement 35% moins chers là-bas. Donc, d'un seul coup, ils deviennent accessibles pour un beaucoup plus gros marché et effectivement ça peut aider la filière viticole. Je pense qu'il faut savoir que pour pouvoir exporter des produits chez nous, même si les règles de production ne sont pas les mêmes dans les pays du Mercosur, les produits vont devoir respecter les normes européennes. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de résidus de pesticides supérieurs à nos normes à nous. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus en concurrence avec d'autres pays européens où là, on a un marché qui est complètement libre. Là, on n'a pas d'histoire de contingent, on n'est pas dans un accord commercial, on est vraiment dans une zone de libre-échange. Et là, quand il y a des différences de normes, évidemment, ça crée des distorsions de concurrence qui sont vraiment importantes. Là, c'est beaucoup moins le cas. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut dire par rapport au droit de douane, c'est que ça répond aussi contextuellement, c'est une porte de sortie aussi à ceux imposés par Donald Trump actuellement, et qui rêve, et notamment pour l'industrie viticole française, qui est extrêmement présente aux États-Unis, le fait de trouver sur le continent américain de nouveaux débouchés avec des prix beaucoup moins chers, c'est une bouée de sauvetage d'une certaine manière. Ouais. C'est quelque chose d'important. Complètement. Est-ce que, justement, intérieur à la France, quel rôle jouent les syndicats dans la crise actuelle ? Est-ce qu'ils jouent un rôle dans la crise actuelle ? Est-ce que c'est des vrais leviers de défense des agriculteurs ? On les voit en première ligne quand il y a eu les manifestations, etc. En tout cas, ils prennent beaucoup la parole, donnent l'impression de défendre la cause agricole. Est-ce que c'est une vraie défense, un frein ? Comment ça se situe ? En fait, on ne peut pas tellement l'exprimer en ces termes. Okay. D'abord, et comme le disait justement Stéphane à l'instant, quand on interroge beaucoup d'agriculteurs, et ils ne sont pas syndiqués, ils sont très sensibles aux questions qui les regardent. Ils comprennent très bien certains enjeux autour de leur profession, mais ils ne sont pas vindicatifs. Le problème du syndicat agricole, d'abord, ils sont liés à d'énormes enjeux politiques. Aujourd'hui, il y a eu une évolution profonde
Jusqu'à présent, il y avait une sorte de bipartisme dans le syndicalisme agricole. En gros, il y avait d'un côté le syndicat productiviste, historique, très implanté comme un lobby, mais c'était pas un jugement de valeur, qui est la FNSEA, qui était à la tête de pratiquement toutes les chambres agricoles. Il y a 89 chambres départementales en France, il y en a 102 avec les chambres régionales qui régentent le fonctionnement quand même de l'agriculture dans ce pays. Ils les avaient quasiment toutes. Et puis de l'autre côté, il y a évidemment, on connaissait tous depuis l'époque de José Bové, qui a bien changé d'ailleurs politiquement depuis, la Confédération paysanne, voilà, qui est censée être le représentant de l'agriculture à la fois biologique, de l'agriculture vivrière, d'une agriculture plus rurale, plus locale, plus vertueuse peut-être. Et sauf que depuis, à la faveur du populisme, la montée des populismes et la radicalisation des débats, il y a un troisième acteur important qui est devenu le deuxième syndicat agricole qui s'est invité dans le débat, qui est la coordination rurale, qui est censée être marquée assez proche des idées du Rassemblement national et qui va rejoindre les deux types de débats. C'est-à-dire qu'eux, ils vont être vent debout contre les normes, donc soutien par exemple de la loi du plomb, mais ils vont être aussi vent debout contre le Mercosur sur des bases pas très toujours pertinentes par ailleurs. On sent qu'il y a vraiment un impact plus politique qu'utilitariste dans certains syndicats. Ils ont, aux dernières élections de janvier 2025, ils ont pris la tête de 10 chambres agricoles, ils en avaient que 3 précédemment. Et il se trouve qu'il y a un événement aujourd'hui qui exprime un petit peu le rôle des syndicats, qui est assez négatif. C'est ce matin même qu'a été rendu le rapport de la Cour des comptes sur ces chambres agricoles. Et ce rapport est d'une sévérité inouïe, tant il entend la manière dont les syndicats utilisent des techniques népotiques au profit de leurs membres exclusivement et non pas de l'agriculture. Ils sont aussi une tendance à se verser des subventions à eux-mêmes, d'ailleurs en étant parfaitement jugés partis, des subventions qui sont souvent très discutables, malgré leur renouvellement sans aucune difficulté. Et ils ont tendance, évidemment, à jouer un jeu politique qui n'est pas forcément celui en faveur de l'agriculture, mais qui est celui en faveur de leur idéologie ou de certains fantasmes de la vision dont tu parlais, un peu la vision fantasmatique de l'agriculteur pour certains. Il y a ceux qui sont en plus perçus dans l'opinion d'une manière assez caricaturale. C'est-à-dire la FNSEA défend les puissants, la Confédération paysanne, c'est des écolos rêveurs, mais un peu dangereusement militants. Et puis la coordination rurale, c'est extrême droite. En fait, ça, c'est assez nocif pour l'agriculture même et pour les agriculteurs, parce que les problèmes qui sont soulevés sont des problèmes qui existent, mais qui ne correspondent pas à la représentation des agriculteurs. C'est bien d'ailleurs ce que l'article concernant Christian montre. Moi, je l'ai vécu pendant des années avec les agriculteurs dans le Cher, qui, s'ils se sont radicalisés en moyenne politiquement, ça c'est une réalité, pour la plupart ne veulent plus rentrer dans ces débats, mais souffrent quand même des conséquences des politiques agricoles. L'image qu'on a des agriculteurs est complètement schizophrène. Quand ils manifestent, on a envie de les soutenir. Quand ils travaillent, on les accuse de polluer. Bon, il y a un certain nombre aussi d'idées reçues dans l'opinion qui participent à ce bashing de l'agriculture. Par exemple, des choses qui reviennent régulièrement. Souvent, ce qu'on nous répond, c'est de toute façon, les agriculteurs sont prisonniers de la monoculture intensive. Stéphane, est-ce que c'est la monoculture, c'est une réalité aujourd'hui? Parce qu'on entend souvent comme argument. Alors la monoculture, oui, c'est une réalité, mais dans 5% sur 5% des terres agricoles en vérité. Donc c'est plutôt un mythe, la monoculture en France.
Et pour bien comprendre ça, il faut déjà savoir ce que c'est, de quoi on parle quand on parle de monoculture. Parce que je pense que, en vérité, la majeure partie des gens n'en ont aucune idée. La monoculture, c'est pas comme le pensent certaines personnes, c'est-à-dire le fait d'avoir une seule plante dans un champ. Évidemment que dans un champ, dans la très très grande majorité des cas, il y a une seule plante. Mais il y a une dimension temporelle là-dedans. C'est-à-dire que pour qu'il y ait vraiment monoculture, il faut que d'une année sur l'autre, le paysan, l'agriculteur remette la même plante d'une année sur l'autre. C'est ça la définition, on va dire, admise de la monoculture. Et ça, c'est finalement assez rare en France. Voilà, donc on a effectivement un petit peu de monoculture de maïs, c'est à peu près 5% comme je l'ai dit, des terres agricoles, mais tout le reste, il y a des rotations. C'est-à-dire que, les agriculteurs, d'une année sur l'autre, varient, la culture principale cultivée. Donc, est-ce que, vraiment c'est une réalité en France, la monoculture? Non, je pense pas. Alors après, est-ce que, ils sont contraints à faire de la culture intensive? Oui, quelque part, parce qu'ils sont contraints à une certaine rentabilité, sans quoi, ils peuvent pas survivre en fait, hein, c'est aussi simple que ça. Et du coup, oui, ils sont quand même un petit peu prisonniers de cette forme de rentabilité. Mais après, est-ce que c'est un mal vraiment? Je suis pas sûr. On est, dans un contexte qui est compétitif, voilà, nos agriculteurs doivent être compétitifs, ils peuvent être compétitifs. Je vois pas, en fait, où est vraiment le problème. Mais par contre, la monoculture, ça n'existe quasiment pas Et en puis vérité. la productivité, c'est ce qui permet aussi aux consommateurs d'avoir accès à une alimentation, à des prix, Bah, raisonnables. C'est tout à fait, il faut donc pas c'est l'oublier non plus fondamental. parce que voilà. Je pense qu'il y a quand même pas mal de Français pour qui le pouvoir d'achat, le fait de payer, 2, 3, 4 fois plus cher, ses fruits et ses légumes, ça serait forcément un frein. Ça, il faut pas Oui, l'oublier. puis, et du coup, on le ferait pas, en fait. On irait chercher nos produits ailleurs. C'est Donc, ça. cette intensification, on a tendance toujours à la voir d'un œil, mauvais, mais en vrai, je pense que, les gens, ils trouvent leur compte là-dedans. C'est Sandrine Rousseau, non, qui a dit la rentabilité, j'en sais rien. La rentabilité, on s'en tape ou quelque chose comme ça, oui. Oui, c'est-à-dire qu'elle en avait rien à taper de la rentabilité des agriculteurs, mais le problème, c'est que c'est très lié. C'est-à-dire que si elle en a rien à taper de la rentabilité des agriculteurs, elle en a rien à taper non plus du pouvoir d'achat des consommateurs. Et on va le voir un peu plus tard dans l'émission, finalement, elle en a rien à taper aussi de l'environnement. Parce que ce que je veux dire, c'est que une agriculture qui est peu rentable, elle a besoin de beaucoup plus de terre. Et si elle a besoin de beaucoup plus de terre, à terme, c'est de la déforestation. Donc on va en reparler, mais ça, c'est à mon avis, une notion, centrale. Et justement, tu as parlé du mythe de la monoculture, tu as mentionné le maïs et ça fait une petite transition vers, le sujet qui est devenu l'irrigation, qui est devenu complètement, explosif. C'est aussi devenu un totem avec les méga bassines. Est-ce que ça devient vraiment nécessaire, de se pencher quand même sur ce sujet-là, de l'irrigation? Est-ce que avec le réchauffement climatique, il y a des menaces qui pèsent sur l'agriculture à ce niveau-là? Et comment on peut trouver un équilibre entre nécessité de sécuriser les récoltes justement et la gestion durable de l'eau? C'est un vaste sujet, c'est pas C'est un facile de très vaste synthétiser. sujet, oui. Ouais. Mais en fait, quand on écoute, comment dire? Certains écologistes politiques, il faudrait carrément enlever l'irrigation. Voilà, parce qu'on a une pression sur l'eau. Mais justement, je trouve que ce sujet, il est très mal traité déjà dans les médias. Il est très mal, compris, en fait, par la population. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est une ressource, c'est pas une ressource comme les autres, c'est une ressource qui se renouvelle, qui se recycle en permanence. C'est pas une ressource finie comme, je sais pas, un gisement de charbon ou de lithium. C'est voilà, et donc à chaque fois qu'on parle d'irrigation ou de gestion de l'eau en général, on parle à chaque fois, on assène des chiffres, des très grands chiffres, de tant de litres consommés et cetera et cetera. Mais il faut bien se dire que ces litres consommés, ils reviennent dans la boucle à un moment donné. Donc je pense que parler de, X litres, consommés pour, tel type d'usage, pour moi, c'est pas ultra pertinent. Ce qu'il faudrait plutôt évoquer, c'est, comment, l'eau, elle est consommée et où elle est consommée. C'est-à-dire qu'effectivement, l'eau, c'est que ça reste quand même un problème dans certains lieux et dans certaines conditions. Pourquoi? Parce qu'elle se renouvelle moins vite que ce que, on consomme, en fait. Mmh. Et donc il est là le problème. Mais si on consomme de l'eau à un moment, genre par exemple si on prélève dans une rivière
une rivière qui n'est pas, enfin voilà, qui n'a pas de souci de débit ni rien, où est le problème? C'est de l'eau qui, de toute façon, ira tranquillement jusqu'à la mer, quelques heures plus tard et donc qui sera perdue parce que, bah, pour les usages humains, comme perdue pour la biodiversité. Donc je ne vois vraiment pas où est le problème finalement de prélever de l'eau quand, il n'y a pas ce problème justement de renouvellement, au moment et à l'endroit où on prélève cette eau. Donc ne pas irriguer du tout, pour moi, c'est une position qui est complètement dogmatique parce que, ça va mettre en difficulté certains agriculteurs, certaines terres agricoles et cetera, pour un gain environnemental qui finalement est très discutable. Alors Mais on dit souvent que l'irrigation est utilisée pour des cultures, justement. En fait, c'est souvent le millefeuille argumentaire qui revient. C'est quand on essaye de discuter de l'irrigation, le méga bassine, on va en parler juste après. On dit souvent, oui, mais de toute façon, ça ne sert qu'à des cultures intensives ou qu'à des monocultures. Ensuite, on donne l'exemple du maïs. Oui, mais de toute façon, le maïs, il n'est utilisé que pour nourrir les méga fermes de poulets, etc., etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'irrigation, elle est principalement utilisée que sur des cultures qui ne servent à rien ou qui bah, sont pas nécessaires ou des cultures intensives en un mot, non. Voilà, c'est pas vrai. Non, en fait, il y a toujours des idées reçues sur le maïs, parce qu'il faut bien, croire quand même, enfin des idées reçues qui reposent quand même sur une base factuelle. À la base, c'est que le maïs, actuellement, il est responsable à peu près un tiers de l'irrigation, Ouais, c'est pas rien. en France. Donc c'est pas rien du tout et effectivement, c'est gros. Mais c'est pas du tout parce que le maïs, nécessite plus d'eau que les autres, c'est parce qu'il pousse pendant la période estivale, là où, on a le plus besoin d'eau. Ah oui, d'accord. Mais cependant, il y a d'autres cultures, mais qui ont des surfaces plus petites parce qu'il y a des besoins plus petits, qui nécessitent de l'irrigation et qui même nécessitent plus d'irrigation que le maïs. Parmi ces cultures-là, on a par exemple tout ce qui est, arboriculture, tout ce qui est maraîchage, par exemple. Et également, on a énormément de cultures justement avec des intérêts agronomiques et écologiques importants, qui nécessitent de l'irrigation et je pense notamment aux cultures de légumineuses, par exemple. Donc assez paradoxalement, alors oui, le maïs nous draine beaucoup d'eau, mais bon, d'un côté, on a besoin de maïs, je veux dire si on n'en produisait pas chez nous, il serait quand même produit ailleurs et on l'importerait. Donc à partir de là, bon, voilà. Mais assez paradoxalement, irriguer, ça permet aussi de diversifier les cultures et là, il y a plusieurs travaux qui ont été faits là-dessus justement et qui affirment que, contrairement à des idées reçues, sécuriser la ressource en eau, c'est aussi permettre aux agriculteurs de diversifier leur culture. Pourquoi? Parce qu'on va intégrer des choses, comme des légumineuses, comme des prairies et cetera, qui nécessitent de l'eau. On va les intégrer dans la rotation et ça va nous permettre d'allonger les rotations. Ça va nous permettre, eh bien, d'avoir, différentes cultures qui, peuvent présenter potentiellement, des caractéristiques agronomiques très intéressantes. Donc l'irrigation, comme on peut le voir, c'est pas, seulement quelque chose d'anti-écologique, en fait. C'est quelque chose qui, dans certaines conditions, peut au contraire, aboutir à une certaine transition, vers plus d'écologie. Et justement, le sujet des méga bassines, alors ça nécessiterait peut-être un épisode complet pour en parler, mais comme je t'ai sous la main, j'en profite. Tu avais fait des longs threads sur X pour essayer d'expliquer factuellement la situation, ce qu'il en était. Et de ce que j'en retenais, c'est que tout n'était pas ni noir ni blanc, mais c'est une solution aujourd'hui devient indispensable ou c'est une aberration écologique comme certains et c'est devenu encore une fois un autre totem. Bah, D'ailleurs, est-ce justement, que le mot de méga bassine est vraiment adapté? Parce que franchement, quand on voit la taille, on n'a pas envie de le mot bah méga est un peu de galvaudé, quoi, mais bon. Bah, après justement, comme tu le disais tout à l'heure et que tu le redis là, le mot totem, je pense qu'il convient tout à fait à ce genre, enfin à ce qui se passe en fait sur les méga-bassines, enfin, donc qu'on appelle retenue de substitution normalement Dans le jargon, dans le professionnel. jargon, voilà. Pourquoi? Parce que, bah, comment dire? L'écologie politique, elle a besoin de choses tangibles pour fédérer autour d'elle, pour mener des combats et cetera et là, bah, on avait quelque chose, voilà, qui était idéal. C'est une grosse bassine, c'est pas très beau dans le paysage, c'était assez facile à attaquer. C'est quelque chose de concret, en fait et pour eux, donc ils ont un peu sauté sur l'occasion. Après, est-ce que pour autant c'est une aberration écologique? Moi, je pense que vraiment pas, en fait et qu'au contraire, ça fait partie vraiment des solutions d'adaptation qu'on a
et y compris pour l'écologie d'ailleurs. Voilà, parce que les méga-bassines, ça peut avoir des répercussions positives sur l'écologie. Alors après, attention, il faut que les méga-bassines, les retenues de substitution, elles soient mises au bon endroit. Voilà, Ouais. c'est-à-dire que pour le coup, les écologistes, ils ont raison sur un truc, c'est que si vous mettez une méga-bassine dans une région où vous avez des nappes phréatiques, justement, qui sont capables de stocker elles-mêmes l'eau d'une saison sur l'autre, à quoi ça sert d'avoir une solution de stockage additionnelle, de pomper dans la solution de stockage qui est la nappe phréatique pour remplir la méga-bassine, ça sert un peu à rien, quoi. Mais bon, rassurons-nous, tous les projets de méga-bassines qu'on a actuellement, ce qui prouve quand même que les pouvoirs publics et les agriculteurs qui lancent ce genre de projet sont pas complètement stupides, hein, et ben, ils sont justement dans les zones où là, pour le coup, ça fonctionne. Alors ces zones-là, au niveau géologique, à quoi ça correspond? C'est en fait des zones où l'eau circule rapidement dans les nappes. Voilà, en fait, c'est ce qu'on appelle des nappes réactives. Ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que l'eau qui rentre dans la nappe pendant l'hiver, elle ne reste pas là. Elle va pas rester là tranquillo, en attendant l'été. Elle va couler. Elle va couler à terme vers la mer. Et oui, et donc si elle court vers la mer, dans un délai de quelques semaines à peine, c'est ce qui se passe dans les Deux-Sèvres par exemple ou en Vendée, eh bien, typiquement notre nappe phréatique, ça ne constitue pas du tout une solution de stockage, Naturel, pérenne, enfin ouais. naturelle et idéale comme on voudrait nous le présenter, hein, pour l'été, au contraire. Donc voilà, et de ce fait, eh bien, lorsque on pompe dans la nappe phréatique pendant l'hiver, eh bien, c'est important de savoir que dans ces zones-là, justement, de nappe réactive, eh bien, il n'y a pas de répercussions sur l'état des nappes pendant l'été. Et ça, je pense que c'est vraiment le point essentiel à savoir et à comprendre pour justement sortir un peu des dogmes au niveau de ces méga-bassines. Et justement, il y a plusieurs sujets qui reviennent sur la table, notamment par rapport aux méga-bassines. C'est la problématique de l'usage partagé. La problématique justement, tu disais, de pomper dans des nappes phréatiques et de mettre en danger ces nappes phréatiques, si je peux le dire comme ça, et le sujet de l'évaporation qui rendent inutiles finalement ces stockages d'excès hivernaux pour une utilisation l'été. Ça, c'est un vaste sujet aussi. Ouais, mais j'essaye de te mettre à l'aise, Stéphane, c'est mon objectif. Alors, la première question, je crois que c'était: est-ce que ça met en danger les conflits d'usage, Ouais, le partage de voilà, l'usage, le ouais. partage de l'usage? Bah, j'ai envie de dire non, et c'est même plutôt le contraire, en fait. C'est-à-dire que, là où, on peut avoir des conflits d'usage sur la ressource en eau, c'est quand? C'est pendant l'été. Or, le pompage pour remplir les méga-bassines, c'est quand? Bah, c'est pendant l'hiver, là où, a priori, on ne manque pas spécialement d'eau en vérité. Donc non seulement c'est faux d'affirmer que oui, ils s'approprient une ressource, et cetera, ils s'approprient rien, c'est de l'eau qui se répartit de toute façon. Donc c'est de l'eau qui ne souffrait d'aucune concurrence, d'aucun autre usage en vérité. Donc voilà, alors il y a juste un petit bémol à ça, c'est, s'il y a une sécheresse hivernale. Ça peut arriver, c'est pas très, très courant, mais ça peut arriver. Mais dans ces cas-là, d'où l'intérêt, dans ce genre de projet, d'avoir des seuils de prélèvement pour, en dessous d'un certain seuil de prélèvement, eh bien, on dit: «Non, stop, là, on arrête de pomper». Voilà, donc et c'est ce qui se passe, hein, dans tous les projets qu'on a là actuellement. On a des seuils et en deçà de ce seuil, les agriculteurs n'ont pas le droit de pomper dans la nappe, hein, afin de justement protéger les autres usages et dont les usages également de la Et biodiversité. l'évaporation? Et maintenant, la deuxième question, voilà, au niveau de l'évaporation. Bah, là, on a eu tout un tas de chiffres complètement délirants, en fait, dans les médias parce qu'il y a très peu d'hydrologues qui se sont exprimés sur le sujet au départ, et les médias se retrouvaient un peu à court de chiffres à se mettre sous la dent. Et là est arrivé, alors c'était pas un hydrologue, hein, c'était un hydrobiologiste, émérite, donc Christian Amblard, qui a dans une interview glissé ce chiffre, qui est absolument, exorbitant, hein, entre, si mes souvenirs sont bons, entre 20 et 60 d'évaporation. Bon, alors je sais pas si vous imaginez, voilà, alors ceux qui ont des piscines chez eux et cetera, la méga-bassine, elle fait 10 mètres de profondeur, hein. Je sais pas si, tu imagines, combien ça fait 60, ça fait 6 mètres D'eau qui dans s'évapore. l'année, 6 mètres d'eau qui s'évapore. Donc, bon, évidemment, ce chiffre-là, malgré le fait que ça il semble quand même, très élevé, il a été repris dans absolument tous les médias, que ça soit militants, Oui, pas militants, c'est une fois généralistes, que voilà.
Et voilà, donc moi, en fait, quand cette information-là est sortie, j'en savais un peu rien. Je me dis: «Ah ouais, quand même, quoi». Entre 20 et 60 disons, ouais, c'est bizarre, mais quand même. Donc j'ai décidé de creuser un petit peu, avec d'ailleurs d'autres, twittos, hein. On a un petit peu creusé l'affaire et la réalité est bien inférieure à ça, on va dire qu'avec plusieurs sources, concordantes, on tombe plutôt sur une évaporation aux alentours de 5. Voilà, entre le moment où on la stocke et le moment où on s'en sert, évidemment. Mmh. Sachant qu'en plus, bah, il y a une compensation après, enfin avec les pluies et cetera, quoi, hein, donc évidemment. Ouais. Et justement, on va avoir les mêmes choses sur, le sujet des pesticides. Benjamin en a parlé en début d'émission. Tu en as parlé aussi toi, Antoine. Quel est un peu l'état des lieux aujourd'hui? Est-ce que c'est un mal nécessaire? Est-ce qu'on peut vraiment s'en passer, à 100? Et quel est voilà, où on place le curseur aujourd'hui, en France, quoi? Bah, les pesticides, oui, on peut s'en passer, hein, si on veut, mais on perd 50 de la production, quoi. Voilà. Donc actuellement, bon, il y a l'agriculture bio qui, se passe juste des pesticides de synthèse, mais même eux utilisent aussi des pesticides. On est à moins 30 à peu près de rendement par rapport à l'agriculture conventionnelle. Ceux qui sont peut-être le plus près de se passer complètement de pesticides, c'est peut-être les céréaliers bio. Il n'y en a pas beaucoup, pourquoi? Parce que alors ils utilisent quasiment pas de pesticides pour le coup, mais ils perdent entre 50 et 60 de leur production par rapport à un champ, de blé, par exemple en conventionnel. Donc, comment on peut imaginer que ce soit viable, en fait, dans un monde, avec, de la concurrence, des pays étrangers et cetera? Clairement, si on se passe du jour au lendemain comme ça, paf, de tous les pesticides en France, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tous les produits français coûteront excessivement cher. Les gens, se tourneront vers les produits d'importation et je veux dire, c'est un comportement normal et l'agriculture française se cassera la figure, c'est sûr et certain. Oui, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même une évolution. C'est-à-dire que l'agriculture française des années 70-80 et l'agriculture française d'aujourd'hui, c'est pas la même. C'est-à-dire que typiquement, les pesticides les plus dangereux qui sont classés CMR1, ils sont quasiment plus utilisés en France. Donc il y a un chemin, C'est quoi CMR1? c'est ceux qui sont davantage suspectés d'être cancérigènes. Donc tous ces pesticides-là, leur usage a quasiment disparu. Donc depuis notamment le début des années 2000. Et donc il y a une vraie évolution, il y a une prise de conscience des agriculteurs, il y a une vraie évolution. C'est-à-dire qu'on peut se utiliser de moins en moins de pesticides. D'ailleurs, les agriculteurs sont les premiers à avoir envie de s'en passer, déjà pour une raison totalement économique, c'est-à-dire que ça coûte très cher. C'est-à-dire que ça les amuse pas en fait d'utiliser un maximum de produits étant donné que ça rogne la marge de leur exploitation. Donc leur but eux-mêmes, c'est effectivement de les utiliser quand c'est nécessaire, mais pas n'importe quand, n'importe comment et à grande échelle. Donc, il y a ça qui est important. Il faut voir aussi que quelque part, c'est notre sécurité alimentaire qui est en jeu. C'est, les pesticides quand ils sont apparus, ça a permis de multiplier en fait nos capacités agricoles. Ça a été un des leviers pour nourrir la planète. On considère que les pesticides ont sauvé plusieurs dizaines de millions de vies. C'est quelque chose qui au départ a été très positif, qui a permis de réduire en fait les périodes de famine. Et je sais qu'on n'a pas de spécialiste, santé autour de la table aujourd'hui, mais peut-être que toi, Antoine, tu connais un petit peu le sujet. Heu, la Le sujet des pesticides est beaucoup lié au sujet aussi, des maladies, cancers et cetera, soi-disant explosion, des cancers, heu, en France ou dans le monde dus aux pesticides et cetera. Est-ce que ça, c'est une réalité ou est-ce que c'est un autre, Non, ça c'est tout à fait faux. C'est-à-dire que évidemment, si on regarde le nombre, de cancers en France, ils augmentent, mais pour une raison toute simple, c'est que notre population, elle est vieillissante et qu'on a beaucoup plus de cancers à 70-80-90 ans, qu'à 10 ans, heureusement quelque part. Heu, donc c'est très différent. C'est beaucoup plus lié à ce vieillissement de la population. C'est aussi lié au fait qu'on diagnostique mieux certains cancers. Mais en réalité, il y a pas du tout, d'explosion des cancers en France. Il y a eu aussi des fake news qui sont sortis sur l'explosion des cancers pédiatriques. C'est pareil, c'est du registre de la fake news. Il y a pas beaucoup plus de cancers pédiatriques qu'avant. Au contraire, la bonne nouvelle, c'est qu'on meurt beaucoup moins des cancers aujourd'hui
qu'auparavant. On sait beaucoup mieux les soigner. Alors malheureusement, c'est pas encore du 100 et j'espère qu'on arrivera à ça, mais on sait beaucoup mieux les soigner. Donc si on regarde le nombre de personnes, qui, meurent du cancer en France et qu'on, corrige ça des effets de l'âge, on voit qu'on a une chute et pas une augmentation. Au-delà de ça, il y a un chiffre qui est important quand même à connaître, c'est que les agriculteurs, globalement, ont moins de cancers que le reste de la population. Et alors, c'est aussi parce qu'ils sont parfois de meilleures manières de vivre. Ils fument un peu moins, en fait, que des personnes plus urbaines, par exemple, et ça a véritablement un impact. Mais les pesticides, si on regarde sur l'impact véritable sur les cancers en France, c'est absolument négligeable. Je connais plus le chiffre exact, mais si on compare, par exemple, à l'impact du tabac ou de l'alcool, on est sur des ordres de grandeur qui n'ont juste absolument rien à voir. Et c'est ça toute la difficulté, c'est qu'on a voulu réduire le débat, il y a eu une hystérisation. On a mis, bah, notamment une personne qui est arrivée jusqu'à l'hémicycle en disant que, les agriculteurs étaient quelque part responsables de son cancer du sein, alors qu'elle n'est pas agricultrice, elle n'est pas rurale, c'est une urbaine et qu'il n'y a pas de lien avéré entre, sa pathologie qui est triste et dramatique et véritablement l'agriculture française. Là, je pense qu'on arrive sur quelque chose de très dangereux, c'est-à-dire que d'un seul coup, on essaye de passer dans le registre de l'émotion, on n'est plus dans le registre de la science, sachant que tout ça, c'est pris en compte. On se passe progressivement des produits les plus, problématiques. On a aussi des seuils, c'est-à-dire que souvent, comme on dit, la dose fait le poison. C'est-à-dire qu'il y a tous les pesticides, il ne doit pas y avoir des résidus qui sont plus importants que certains seuils sur les produits finaux consommés par les consommateurs. Donc tout ça, c'est des choses, on fait attention, heu, c'est normalisé, on n'est pas en fait dans un monde où les agriculteurs français utilisent n'importe quoi, n'importe comment, sans norme pour le consommateur final. Peut-être que l'opinion publique, des fois, mélange un peu tous les sujets et puis, Bah, c'est mal. je pense qu'elle est pas forcément très bien informée. C'est-à-dire Mmh. que c'est vrai qu'on a vu, cet été, il y avait des affiches dans Paris qui disaient, «Pesticides égale mort, les agriculteurs nous empoisonnent». Ça, c'est des affiches qui nient Mmh. complètement la réalité des progrès qui sont faits et la réalité véritablement, sanitaire du pays. Dans l'article que tu as Mmh. diffusé là, l'interview, le la personne disait: «On est obligé de dépendre, de travailler même la nuit», parce que c'est même pas de l'épandage, Mmh. c'est on travaille la nuit pour pas que les gens pensent qu'on dépend des produits nocifs ou qu'on soit embêté ou quoi. C'est quand même hallucinant qu'on en soit là, quoi. Bah, oui, c'est hallucinant et ça doit jouer quand même dans la balance fatalement sur le nombre de gens, on en parlait Mmh. tout à l'heure, qui veulent justement être agriculteurs, ce qui risque d'être un problème, pour l'avenir, hein. Donc, il faut quand même bien se dire qu'un agriculteur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait le choix d'un rythme de vie, d'un travail qui est quand même, difficile déjà à la base, pour quelque chose qui est essentiel à la survie humaine. Donc, limite, on devrait les applaudir, j'ai envie de dire et au lieu de faire ça et bien, il y a cet agribashing, pas constant mais presque et on va dire que c'est un vrai problème, je pense, pour notre société actuelle, oui. Et c'est terrible parce que ce que Christian racontait, c'est qu'il va, épandre, typiquement la nuit parce qu'il veut pas gêner du coup les voisins et du coup, les gens se disent: «Ah bah regardez, il épand la nuit, c'est qu'il a quelque chose à cacher». Donc donc on se retrouve dans un cercle vicieux terrifiant, c'est-à-dire qu'on s'en sort pas. Mmh. Mmh. Et est-ce que, le bio, c'est vraiment, heu, le futur de l'agriculture? C'est devenu quasiment une religion médiatique. Est-ce que c'est une solution crédible à grande échelle ou une impasse? Moi, je me rappelle, et peut-être que s'il regarde l'émission, il se reconnaîtra. J'avais pris un jeune agriculteur en Blablacar, il y a un moment déjà et il me disait: «Moi, j'ai repris l'exploitation, familiale. Mon père était passé au bio et j'en suis sorti parce que c'était une impasse économique, trop de contraintes et au final, la façon dont moi je travaille est très proche du bio, en tout cas en termes qualitatifs et cetera. Mais le bio pour moi, c'est une impasse, économique. Qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus, Antoine? Bah, il y a des chiffres qui sont très clairs, c'est qu'actuellement, on a, 11 des surfaces, agricoles, françaises sont cultivées en bio. Par contre, on n'a que 5 de notre consommation qui est bio. C'est-à-dire on produit 2 fois plus, on va dire, de bio qu'on en consomme. Enfin, c'est pas exactement ce chiffre, mais en tout cas, on a 2 fois plus d'exploitation que finalement, ce que demandent les consommateurs. Et c'est un chemin qui est imposé, par la France et par l'Europe et qui doit continuer. Est-ce qu'il va vraiment pouvoir continuer? Ça, c'est une, c'est une question qu'on peut se poser. Le problème du bio, c'est que forcément, comme, il produit moins,
bah, il est plus cher. C'est-à-dire qu'évidemment, si on produit 30, 40 ou 50 de moins, bah, les produits, ils vont être jusqu'à 2 fois plus chers à l'arrivée. Donc ça, c'est un problème. Après, il y a un problème aussi, écologique. C'est-à-dire que la question, c'est à quoi on se réfère? Si on regarde l'impact que peut avoir une culture, sur un sol, une culture dans un champ, Stéphane vous en parlait un peu plus en détail tout à l'heure, mais, heu, les sols en bio sont souvent effectivement, bien préservés, ont une bonne biodiversité, mais on se retrouve avec quand même moins de production à l'hectare et donc si c'est moins de production à l'hectare, bah, ça veut dire qu'il faut plus d'hectares pour produire la même chose. Et ça, c'est véritablement un problème environnemental dans le sens où, on peut pas réduire la quantité de ce qu'on a dans notre assiette. Enfin, si on commence à réduire la quantité de ce qu'on a dans notre assiette, très vite, on se retrouve avec des problèmes sanitaires évidents. Et donc si c'est plus de surface cultivée, bah, forcément, c'est plus de déforestation parce qu'on va avoir besoin de prendre sur les zones naturelles. Aujourd'hui, il faut voir que l'agriculture, elle est responsable de la moitié de la perte de biodiversité dans le monde parce que justement, elle va mordre progressivement sur ces zones sauvages. Et donc, c'est là que le rendement, il est vraiment important et qu'il doit être sauvegardé. C'est-à-dire que meilleurs les rendements seront, moins on va à la fin faire de déforestation. Et il faut voir qu'en France, on est un pays où la déforestation, elle est très ancienne. C'est-à-dire que nos surfaces agricoles, elles sont déjà, établies. Actuellement, on ne fait pas de déforestation en France, on va pas aller couper des forêts pour, produire plus. Ce qui va se passer, c'est que si nous, on produit moins, bah, c'est dans les pays tropicaux où là, effectivement, ils vont commencer à faire de la déforestation pour compenser. Et quelque part, ça veut dire qu'on rentre dans un système où on exporte nos problèmes. On est content, on a nos champs, on a notre biodiversité, mais on est en train de réduire celle ailleurs. Et ça, évidemment, c'est se voiler la face et pas regarder en fait la réalité du monde dans sa globalité. Mais je me fais l'avocat du bio, et pas l'avocat bio, mais je me fais l'avocat du bio. Tu dis le seul problème du bio, c'est la compétitivité aujourd'hui. Et à ça, on peut répondre oui, d'accord, mais essayons de le rendre compétitif, ce serait un modèle plus vertueux qui a besoin d'être aidé face à l'agriculture standard intensive, etc. Euh, donc, est-ce que question numéro un, est-ce que le bio a quand même des avantages? Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas l'encourager? Si c'est juste un problème de compétitivité, Bah, justement, là, en fait, tu pars du postulat que, le bio procure des avantages. Mais ça, encore une fois, c'est assez discutable et est-ce que c'est véritablement démontré par la littérature scientifique actuellement? J'en suis pas persuadé et d'ailleurs, quand on épluche un peu, ouais. l'IPBES, donc qui est quand même, fait quand même, autorité sur cette question de la biodiversité, le terme agriculture biologique, mais il doit revenir, pas plus de 5 fois, en fait, dans tout le rapport enfin, qui fait plusieurs centaines de pages, donc Tu peux nous expliquer ce que c'est là? Parce que alors l'IPBES, c'est un peu l'équivalent du GIEC de la ouais, biodiversité. d'accord. Donc en gros, leur travail, comme pour le GIEC, c'est de récupérer, enfin, c'est de regarder toutes les publications mondiales sur le sujet de la biodiversité et ensuite d'en faire une grosse compilation, accessible pour tout le monde. Et dans les conclusions de cette instance-là, de l'IPBES, l'agriculture bio apparaît extrêmement peu, en fait et avec, bah, les gros problèmes dont a parlé Antoine juste avant, du fait que, si on transitionne massivement vers une agriculture bio, on s'expose à augmenter les surfaces agricoles ailleurs et bah, ce qui peut poser des problèmes d'usage de sol, hein et donc eh bien une rupture d'habitat, pour plusieurs espèces, et cetera. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait le faire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'études qui nous montrent que l'agriculture bio est meilleure pour la santé, déjà. Donc ça, c'est quand même la première chose. Je pense que les gens qui se tournent vers le bio le font pour cette raison. Aujourd'hui, c'est pas validé scientifiquement. L'important, c'est de manger des fruits et des légumes, entre autres, mais pas spécialement bio. Après, il y a la question environnementale et comme l'a dit, Stéphane, effectivement, si on va avoir une meilleure vie des sols dans les champs bio, si on est obligé de faire 2 fois plus de cultures, ou au moins, on va dire, 50 de plus, bah, forcément, c'est plus de déforestation et à la fin, c'est plutôt néfaste pour, la biodiversité d'un point de vue global. Ouais et donc je finirai sur ce sujet-là, en disant que
Au final, est-ce que ça vaut plus le coup vraiment de subventionner massivement le bio? Parce que pour qu'il devienne, véritablement, Oui, bah, c'est ça. compétitif, Oui, tu es il obligé va de falloir le subventionner massivement. mmh, Voilà. Or, on a quand même un budget qui est un peu limité, mmh. surtout en ce moment et est-ce que ça vaudrait pas mieux le coup, quitte à dépenser des sous, de mettre dans d'autres leviers éventuellement peut-être, plus intéressants, plus efficaces? Donc c'est un vrai problème et voilà et donc mettre énormément d'argent public pour un petit peu, perfuser, le bio au détriment du reste alors que les gains ne sont pas forcément démontrés, je pense que ça peut être quand même problématique. Et il y avait un dernier point, et après promis, on passe aux choses positives et aux solutions qu'on entrevoit, plutôt, réalistes, mais le fantasme, urbain, «Allez, on revient à une agriculture, manuelle, tout à la main», ou on parle souvent aussi de permaculture. Alors si tu peux juste rappeler ce que c'est et est-ce que c'est de l'ordre de la réalité ou du fantasme? Est-ce qu'on peut vraiment que se nourrir dans un écosystème fermé, local et bucolique? Alors malheureusement, c'est quand même avant tout, un fantasme. Alors la permaculture, qu'est-ce que c'est? C'est déjà quelque chose, qui est compliqué à définir. Parce qu'il y a beaucoup, d'enrobage un peu philosophique, voire un peu new age, derrière. Même quand on évacue ce contexte-là, derrière les pratiques, elles sont pas forcément homogènes d'une exploitation à l'autre. Si on regarde ce qui se passe au Bec et Loing, parce que c'est quand même la ferme, permaculturale la plus connue en France, hein, qui fait un peu référence. Donc eux, en fait, ils utilisent très peu de mécanisation, ils ne labourent pas, donc ils ne touchent pas au sol, ils travaillent pas le sol, ils utilisent pas de pesticides et voilà, en gros. Donc ils s'imposent, des contraintes qui sont considérables. Et le Bec et Loing a fait beaucoup parler, de lui, il y a quelques années parce que justement, l'INRA, a fait une étude dessus qui a démontré que, cette exploitation était, rentable d'un point de vue économique. Qu'à partir de là, tout le monde s'est jeté dessus en Oui, disant: oui. «Bah, si c'est rentable, c'est que c'est généralisable». Sauf que non, en fait. Pourquoi? Parce que si c'est rentable, c'est parce que leurs produits, ils les vendent, très, très cher, ils les survalorisent et que, si on généralisait le modèle, les produits ne pourraient pas se vendre aussi cher, hein et bien sûr la rentabilité, s'étiolerait et au-delà de ça, la permaculture, du fait que ça n'utilise pas de produits, pas de mécanisation, ça va nécessiter une quantité de travail humain qui est absolument démentielle. J'ai fait un calcul, si on voulait faire transitionner, tous les maraîchers à la permaculture, il faudrait 5 fois plus d'agriculteurs que ce qu'on a actuellement. Juste pour le maraîchage. Voilà, donc le maraîchage, c'est juste 2 de nos surfaces agricoles, hein. Ah oui, d'accord, ouais. Donc pour Ouais, c'est généraliser, toujours ça l'exemple qu'on a ça là. paraît compliqué. Ouais. J'aimerais qu'on sorte un peu de ce tableau un peu négatif, qu'on parle un peu de positif et des vraies orientations, qui sont, réalistes pour l'agriculture, de demain. Quelles sont les vraies pistes de transition pour nourrir la planète tout en respectant, l'environnement? Alors il y a un sujet, en travaillant l'émission avec vous, moi je ne connaissais pas du tout. Le grand public connaît notamment, on vient d'en parler, on parle que de bio, mais on parle rarement de concepts que sont le land sharing par rapport au land sparing. Heu, Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer déjà c'est quoi ces anglicismes? Bien sûr, Et ça repose beaucoup sur ce que disait Antoine justement, sur le fait qu'il y a un des impacts principaux de l'agriculture qu'on omet systématiquement, c'est le problème de l'usage des terres. Voilà et donc à chaque fois on parle pesticides, pesticides, pesticides et un peu engrais aussi, mais l'usage des terres, c'est extrêmement important. Ça signifie que si on met un champ à un endroit donné, même si on n'utilise aucun pesticide, aucun engrais, il y a quand même un impact. Pourquoi? Parce qu'à la place du champ, à la base, il y avait un écosystème naturel et qu'on a remplacé cet écosystème par un champ. Donc voilà et à partir de là, eh bien, il faut bien comprendre qu'il y a 2 grandes stratégies qui vont découler de ça et qui ont été assez bien, documentées dans la littérature scientifique. Donc c'est justement le land, sharing, où là, ça repose en fait sur l'idée que, il faut avoir des terres agricoles, vastes, mais sur lesquelles cohabitent, à la fois la biodiversité et les usages agricoles. Voilà, c'est ça que veut dire, sharing, ça veut dire donc le partage des terres, donc c'est-à-dire que les terres vont servir à la fois pour produire, mais également vont abriter de la biodiversité. C'est ce modèle-là qui est préconisé par, le bio et cetera. Donc là, en fait, c'est des modèles qui vont diminuer les rendements, mais qui vont abriter une plus forte biodiversité, sur place, en fait. Et donc le deuxième modèle, le land sparing, cette fois, où là, on aura une séparation des terres, où là, on va avoir des terres d'un côté, qui sont, qu'on va traiter, beaucoup plus, avec beaucoup d'engrais et cetera, donc qui vont être très productives. Mais comme elles sont très productives et ben, ça permettra de libérer, des espaces naturels, qui sont, complètement préservés.
Voilà. Et donc, pour le moment, ce vieux débat-là, aucun n'en est sorti vraiment gagnant, hein, dans les différentes études qu'il y a. C'est pas très clair, on va dire, sur qui gagne à la fin. Mais il y a un nouveau modèle qui est en train d'émerger et qui apparaît de plus en plus justement dans les rapports justement de l'IPBES qu'on parlait tout à l'heure, hein, et également les rapports du GIEC, c'est l'intensification écologique. Donc là, c'est un peu une troisième voie au milieu qui va ménager à la fois les rendements, mais en plus en cherchant quand même à diminuer l'impact sur la biodiversité. C'est un peu vouloir le beurre et l'argent du beurre, quoi, si tu veux. Donc cette intensification écologique, il semblerait que ça commence à faire un petit peu, enfin de plus en plus consensus, hein, chez les scientifiques, et c'est, à mon avis, vers cette voie-là qu'il faut tendre. Mais quand tu parlais de land sparring tout à l'heure, il y a quand même cette idée de préserver la biodiversité, mais sur d'autres zones, de concentrer la production sur Exactement, certaines zones. exactement, c'est ça. C'est-à-dire que sur la zone où on produit, et pour le coup, il n'y a pas beaucoup de biodiversité, mais ça permet de ménager des espaces naturels préservés ailleurs, parce que on réduit la surface de nos terres agricoles. On évite ce problème justement de la destruction des habitats, qui reste quand même le problème numéro un, dixit l'IPBES, Mmh. sur la biodiversité. Et justement, quelles sont les pratiques, agronomiques, qui fonctionnent déjà, qui sont déjà identifiées? En fait, c'est ça que moi j'aime dans Planète Ingé, c'est que quand on parlait, dans l'énergie, de transition, écologique, en fait, on se rend compte qu'il y a déjà énormément de choses qui sont identifiées, faisables, sur étagère, mais qu'on ne fait pas. Est-ce que dans l'agriculture, justement, c'est la même chose? Est-ce qu'on sait, déjà qu'il y a des pratiques qui sont utilisées, qui fonctionnent et est-ce que ces choses vertueuses qui existent, on peut les généraliser et il faut même accélérer pour les mettre en pratique? Alors oui, oui au fait que les agriculteurs font déjà en grande majorité, des pratiques vertueuses, et oui, pour dire que ça pourrait encore aller plus loin. Donc en termes, levier agronomique uniquement, moi je distingue à peu près 3 grands pôles, on va dire. Le premier grand pôle, c'est, alors après on pourra en parler très longtemps, mais on va essayer de faire ça rapidement. Le premier grand pôle, c'est, qu'est-ce qu'on choisit de planter dans notre champ? Qu'est-ce que l'agriculteur choisit de planter dans son champ? Ça signifie, cet aspect de rotation qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que plus on va effectuer des rotations sur le long terme, c'est-à-dire sur de nombreuses années, plus, ça aura des impacts positifs à la fois pour l'environnement, parce que ça va nous permettre d'utiliser moins de pesticides et également moins d'engrais, et ça va nous permettre comme ça d'avoir, une production qui est plus diversifiée. Il y a pas que ça, parce qu'on peut choisir également de planter des choses entre les cultures principales. Donc là, ça peut être ou bien des couverts végétaux qui ont juste pour vocation de couvrir le sol et ensuite de l'enrichir en matière organique, ou ça peut être ce qu'on appelle des cultures dérobées, où là, en fait, c'est carrément des cultures à croissance rapide, hein, que l'on peut mettre entre deux cultures principales et que l'agriculteur va pouvoir valoriser, va pouvoir récolter puis revendre. Donc ça, c'est extrêmement important aussi parce que ça nous permet d'augmenter justement cette rentabilité, hein, et d'intensifier encore un peu plus nos terres, mais sans endommager plus la biodiversité. Les couverts végétaux, c'est vraiment quelque chose de majeur, hein, pour l'agroécologie, hein, parce que ça permet de protéger le sol de l'érosion, ça permet de l'enrichir en matière organique, donc de diminuer l'usage des nitrates, hein, donc des engrais azotés. Ça permet également qu'il y ait de la biodiversité dans ces couverts, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de majeur. Le deuxième grand pôle, ça serait plutôt, en ce qui concerne, tout ce qui est, planter des arbres, dans l'exploitation, autour de l'exploitation. Donc ce qu'on appelle l'agroforesterie. Donc le fait de planter des haies, par exemple, eh bien, ça permet, d'abriter de la biodiversité, et cetera, et en faisant ça, on perd finalement assez peu de rendement. Pourquoi? Parce que même s'il y a un effet de bord, sur les bords où il y a moins de lumière pour les plantes, et cetera, ça fait également par vent et ça va protéger les cultures, des intempéries, hein, et donc ça va permettre, finalement d'avoir un rendement assez similaire à ce qu'on aurait eu sans. Donc ça, je pense que c'est quelque chose pour le coup qui mériterait peut-être d'être subventionné. Et donc le troisième pôle, c'est la façon dont, on va travailler le sol. Parce que ça, c'est également un phénomène, hein, le fait de travailler le sol pour retirer les mauvaises herbes, pour aérer la terre, et cetera. C'est quelque chose qui abîme aussi la biodiversité du sol, et donc il y a certaines pratiques, hein, qui permettent de limiter ça. Les TCS qui sont donc le travail cultural simplifié, qui va permettre de simplement ratisser le sol sans vraiment labourer en profondeur.
Et on a également certains qui vont encore plus loin et qui passent au semi-direct, où là, carrément, en fait, ils vont semer directement dans le couvert végétal, les petites graines, après destruction du couvert végétal, en général par des herbicides, hein. Et donc là, ça va permettre d'avoir une transition vraiment douce, hein, entre le couvert et la culture principale qui va être plantée derrière. Et d'ailleurs, je fais une petite aparté, par rapport au glyphosate et ces fameux, couverts végétaux, parce qu'à un moment donné, si tu as ces couverts végétaux ou ces végétaux de transition, heu, pour ne pas, abîmer le sol et que tu veux les enlever facilement, tu utilises des herbicides, j'imagine, ou très localisés. Bah, c'est Ça ça, permet d'éviter de et du coup, c'est pas un peu contradictoire avec le débat qu'on a eu aussi, enfin qui est toujours d'ailleurs sur le glyphosate? À toi la patate. bah, c'est ça Débrouille-toi avec le ça. c'est ça la principale contrainte en fait Mmh. de ces problématiques-là de ces solutions de sans labour, TSS et cetera. C'est qu'effectivement et de couvert végétal, c'est qu'effectivement on aura un problème après de maîtrise des adventices. C'est-à-dire que le couvert végétal, il faut le détruire, sinon, il va étouffer la culture principale et on pourra rien faire pousser de correct. Et donc, en général, pour cela, les agriculteurs effectivement utilisent du glyphosate. Alors on pourrait penser que du coup c'est mal pour l'environnement, pas forcément, parce qu'il s'agit encore une fois d'une balance bénéfice-risque, hein. C'est-à-dire que le bénéfice apporté par ces couverts végétaux, par, le sans labour et cetera, pourrait bien et même c'est même fort probable qu'il dépasse, assez largement le risque, et l'impact, à utiliser du glyphosate. Donc c'est là encore une fois que c'est comme pour l'irrigation, hein, où c'est un petit peu contre-intuitif, c'est que parfois l'usage justement d'un produit comme, un herbicide, hein, peut être écologique, à condition, enfin qu'on s'en serve à bon escient, on va dire. Et Non, vas-y. juste avant de passer à un 3e point, notamment les nouvelles techniques, génétiques, heu, ces nouvelles pratiques dont tu viens de nous parler, j'ai l'impression, moi, en tant que spectateur, que ça introduit énormément de complexité pour l'agriculteur. Et justement, je fais un peu le lien avec le postulat de départ. C'est-à-dire que le métier est de plus en plus difficile, vieillissant, on manque de main-d'œuvre. Est-ce que justement les solutions, malheureusement, ne semblent pas trop complexes par rapport aux capacités financières et aux capacités humaines, des exploitations? Alors les capacités financières, je pense pas que ce soit vraiment le problème parce que les 3 axes que j'ai présentés là, ce sont vraiment des axes, qui, n'entament pas trop justement le rendement des exploitations et qui peuvent même dans certains cas, comme le cas des cultures dérobées, apporter une source, de revenus supplémentaires pour l'agriculteur. Par contre, effectivement, la complexité à mettre en œuvre ces différents leviers, là oui, là pour le coup, c'est un frein majeur et donc pour lever ce frein, c'est compliqué. Ça passe, je pense, par de la formation. Ça passe aussi peut-être par des mesures incitatives, on va dire, voilà, peut-être des subventions qui feraient Mieux peut-être fléché, mieux ouais. d'être fléchées, Ouais, voilà, ouais. sur ces pratiques-là et qui pourraient inciter les agriculteurs à sauter le pas et qui ensuite, une fois qu'ils sont dans la routine, voilà, en général, la difficulté, elle est surtout Mais pour ouais. s'y mettre, en Moi, je fait. trouve que c'est un sujet vraiment cette histoire de Mmh. fléchage des Mmh. je te donne la parole tout de suite, Antoine. Mmh. Cette histoire de fléchage des financements, quand on envoie massivement de l'argent, dans des fausses solutions plutôt que mais Il vas-y. y a, y a pas que le fléchage, il y a aussi vraiment, je pense que la problématique pour les agriculteurs, c'est que eux ils sont sur un temps long. C'est-à-dire que typiquement, déjà, quand ils font une culture, ils en ont qu'une par an, hein. C'est-à-dire que s'ils font du maïs, ils ne le font qu'une fois par an. Et parfois, les politiques ont tendance à vouloir faire des changements de normes extrêmement rapides qui vont au-delà de cette réalité. Et c'est pareil pour leurs investissements. C'est-à-dire que eux, finalement, ils vont investir dans du matériel parfois sur 10 ans, 15 ans. Mmh, mmh. Et ils ont besoin de stabilité aussi normative pour savoir où ils vont. C'est-à-dire que je pense que malheureusement, le temps médiatique est pas celui du temps, est pas le temps agricole. Les nouvelles techniques, génétiques NGT, vu le bazar qu'ont été, historiquement les OGM dans le débat, public, j'ai l'impression que ça va devenir les OGM 2.0, le gros totem, à abattre. C'est quoi ces NGT? Est-ce que c'est l'avenir de l'agriculture? La vision que j'en ai, moi, c'est en prenant en compte, et on en parle peu, hein, le changement climatique, les contraintes, climatiques extrêmes qui arrivent et puis cette volonté aussi de se passer, des pesticides et cetera, comme on en a parlé. Est-ce que c'est une vraie solution qui arrive? Alors les LGT, c'est une vraie solution, c'est quelque chose de passionnant. Pour expliquer un petit peu ce que c'est,
Au départ, c'est une technologie qui a été, découverte par Emmanuel Charpentier. On peut faire un petit cocorico parce que c'est notre, prix Nobel, 2020, qui a d'ailleurs des répercussions, pas uniquement pour l'agriculture, hein, des répercussions en médecine qui sont fondamentales et qui ouvrent des perspectives incroyables. Et pour expliquer un petit peu ce que c'est-à-dire que les OGM, c'était on allait chercher un gène intéressant, dans une plante qu'on pouvait aller, mettre dans une autre, pour simplifier. Heu, les NGT, c'est différent, c'est-à-dire qu'on va, aller chercher dans l'ADN d'une plante, on va potentialiser, certaines qualités ou on va mettre en sourdine, certains défauts. C'est-à-dire que c'est des OGM mais non transgéniques. C'est-à-dire que non transgénique, ça veut dire qu'on ne fait pas passer un gène d'une plante à une autre et ça, c'est possible donc grâce à la technique des ciseaux moléculaires, qui a été, découverte par Emmanuel Charpentier. Hem, Ça ouvre la voie à des choses incroyables. C'est-à-dire déjà, la première chose, c'est que ça va permettre de diminuer la quantité de pesticides, voire de se passer certains pesticides, parce qu'on peut rendre les plantes plus résilientes face aux attaques de certains ravageurs, face aux attaques de certains insectes, de certains champignons, etc. Ça peut aussi nous permettre d'avoir moins besoin d'eau parce qu'on arrive déjà à créer des types de plantes qui vont être plus résistantes à la sécheresse, qui peuvent être aussi plus résistantes au gel, à des conditions extrêmes. C'est-à-dire qu'à l'heure du changement climatique, on est à la fois sur un besoin d'eau qui peut être moindre et aussi on a la promesse d'être plus résilient face à des conditions qui peuvent être de cultures qui peuvent être de plus en plus difficiles dans le futur. Et au-delà de ça, il y a aussi quelque chose qui peut, intéresser le consommateur en premier lieu, c'est-à-dire qu'on peut aussi améliorer, finalement les capacités nutritives des aliments. Alors ça fait un peu peur, on a l'impression qu'on va créer des monstres, des plantes qui sont pas «naturelles» entre guillemets. Faut savoir que ce qu'on mange à l'heure actuelle, c'est pas naturel. C'est-à-dire que, tous les légumes qu'on va consommer, ils sont pas nés comme ça naturellement dans la nature. C'est le résultat de siècles, voire de millénaires de croisements qu'on a pu faire, mais qu'on faisait de manière aléatoire. C'est-à-dire qu'on allait, on croise plusieurs plans et puis au final, on voit lequel est lequel est le plus prometteur et petit à petit, on avance et ça prend du temps, énormément, énormément de temps parce qu'à chaque fois, c'est assez hasardeux. Là, l'avantage avec, ces techniques des ciseaux moléculaires, c'est qu'on sait précisément quel gène on veut potentialiser ou quel gène on veut mettre en sourdine. Pour donner une idée, par exemple, le maïs, on voit aujourd'hui tous, ce qu'est un épi de maïs, donc c'est quand même assez gros, ça a des grains importants. Au départ, c'est plus petit que mon petit doigt. Chaque grain naturellement était dans une coque, qui était quasiment indestructible, c'est-à-dire que qu'on et donc on avait à l'époque, le maïs n'était pas cultivable en soi, il n'était pas consommable en soi. Pour la plante, c'était bien parce qu'elle se protégeait finalement, des ravageurs. C'est-à-dire que, bah, ces grains, ils étaient protégés donc c'est pour ça d'ailleurs que la nature, progressivement avait créé ce type de maïs. Mais pour nous, pour la consommation, c'est pas bon. Et c'est pour ça que petit à petit, on a réussi à créer ce type de plantes. C'est valable aussi pour les choux, c'est valable pour plein de choses. Et les NGT, bah, ça va multiplier les potentialités et ça va nous permettre d'avoir des plantes qui vont être, plus nutritives et plus résilientes face au changement climatique. Est-ce que ça ouvre pas la porte à un monopole de grandes firmes, de grands laboratoires et cetera? Parce que c'était un sujet qui avait été, à Bah, l'époque, ça 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 pointé ça du doigt avec les OGM et d'ailleurs, il y a toujours cette idée reçue qui existe toujours dans l'opinion, on n'aura pas le temps de la traiter aujourd'hui, de cette, d'espèce de monopole, des semences et cetera. Bon, je mets ça de côté, Non, non, mais mais je pense qu'il faut en parler, on peut en parler ouais, très, très vite. C'est ouais. qu'il y a une fake news qui est très répandue, c'est qu'on explique que les agriculteurs n'ont pas le droit de replanter leurs propres semences, hein, ce qui est complètement faux. Ils ont le droit de le faire, seulement ils ne le font pas parce que, bah, tout simplement, grainier, c'est un métier et donc ils préfèrent, en fait, avoir des graines de bonne qualité pour avoir une meilleure récolte, qu'utiliser des graines de qualité moindre. Donc ça, finalement, ça va rien changer parce que dans tous les cas, ils achètent déjà des grainiers. Là où c'est terrible, où la lutte anti-OGM a été, extrêmement contre-productive, c'est que finalement, on a laissé, la voie libre, le champ libre à des grandes firmes, alors que la recherche française, notamment publique, était assez en avance et plutôt bien développée sur ces sujets. Et à partir du moment où on a rendu quasiment impossible cette recherche en France, et bah, finalement, les grandes firmes, elles en ont profité. Ouais, ouais, incroyable. Mmh. Bon, on a vu qu'il existe déjà des solutions concrètes agronomiques comme technologiques. On arrive déjà au bout de l'émission, il va falloir qu'on conclue. Je pense qu'on va le faire sous forme de tour de table. Heu, Toi, Antoine, on a vu la moitié des agriculteurs partent à la retraite. Est-ce qu'il faut accepter une agriculture moins nombreuse,
mais plus technologiques. Et d'ailleurs, on n'a pas abordé le sujet, plein de sujets qui sont l'IA, la robotique, l'énergie, et cetera. Donc s'il y a des ingénieurs ou des entreprises qui développent des choses novatrices dans le domaine, je vous invite au micro de Planète Ingénieur. Vous êtes les bienvenus pour discuter, de ces sujets. Donc Antoine, sans vouloir orienter, ta conclusion, je te laisse, toi, nous donner ta vision de l'agriculture de demain. Alors, ça serait un peu prétentieux de ma part pour d'avoir une vision Oui, de l'agriculture de demain. certes. Je vais rester à ma place et surtout essayer de pas dire exactement ce que, pas dire ce que sera demain parce que franchement, j'en suis pas capable. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que l'agriculture, elle a déjà beaucoup progressé. On a tendance, les agriculteurs, ça fait déjà des décennies ou même des siècles, hein, qu'ils font de la technologie. Alors cette technologie, c'est pas forcément celle d'aujourd'hui, mais c'est la base de leur métier. C'est-à-dire que, elle évolue, mais ils sont en permanence à se poser des questions justement sur ce qui va être le plus efficace. Il y a 2 révolutions qui arrivent. Il y a la révolution des NGT, pour moi, c'en est vraiment une. Il y a la révolution de l'IA. Alors, ça existe déjà, ça commence déjà. On voit par exemple, des machines qui peuvent détruire, les adventices, c'est-à-dire les mauvaises herbes qui vont pousser dans les champs avec des lasers qui sont, ce qui est rendu possible par la détection en fait, par l'IA de ce qu'est une mauvaise herbe et ce qu'est une bonne, et la bonne pousse. C'est-à-dire qu'automatiquement, des centaines, voire des milliers, de petites pousses vont être analysées par l'IA et vont être détruites ou non. Ça, c'est une réalité, hein. Il y a déjà, 6 machines de ce type qui ont été vendues en France. La difficulté, c'est que ces machines, elles coûtent cher. À l'heure actuelle, je crois qu'on est sur 1 000 000 € pièce. Donc effectivement, une petite exploitation, elle va avoir du mal à investir dans ce type de machine et c'est des machines qui sont prometteuses parce que pour le coup, elles permettent de se passer d'herbicides. Donc, je dirais que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment un fossé entre, entre quelque part ce que défendent certains politiques ou même ce que semble vouloir une partie de la population, qui est de revenir à une agriculture, à des petites exploitations, une agriculture avec plus, de main-d'œuvre. Alors qu'en réalité, bah, la main-d'œuvre, elle va décroître parce qu'on a beaucoup, d'agriculteurs qui partent à la retraite et autant beaucoup de gens fantasment sur cette agriculture, autant, bah, des installations, on n'en a pas énormément. Pendant pendant le covid, quand il a fallu, aller, récolter les fraises, ben, les gens se sont quand même pas, bousculés au portillon donc donc tout ça, ça reste un vœu pieux. Et je pense que finalement, si on laisse faire, bah, ça va aussi dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire que, les agriculteurs vont pouvoir avoir de plus grandes exploitations avec des machines qui vont les aider, qui vont se soustraire, au travail manuel. On peut penser aussi, on n'en a pas parlé, mais aux tracteurs autonomes, hein, qui vont arriver, probablement très vite. Et donc je pense que quelque part, ces difficultés démographiques qu'on a, bah, elles arrivent à un moment où on a aussi des solutions en face. Donc, ce que j'espère, c'est que tout ça ne sera pas contraint par une volonté politique qui finalement va un peu à l'encontre du sens de l'histoire. C'est typiquement là, aujourd'hui, il y a un agenda qui existe, qui est on est donc, je disais à 11 de surface agricole cultivée en bio. On doit être, si je me trompe pas, à 17 ou 18 en 2027, 18 en 2027, dans 2 ans. Alors je vois pas comment dans 2 ans on va augmenter de 50 les surfaces en bio alors que déjà, on est plutôt dans une dynamique, négative et 25 en 2030 pour l'Union européenne. Donc ça typiquement, il y a des chemins comme ça qui ont été, décrétés de manière sûrement un petit peu hors sol et alors que finalement, je pense qu'il y a des difficultés dans le monde agricole, mais qui peuvent être en partie compensées et je l'espère pour les agriculteurs, par la technologie. Et on n'a pas parlé des tomates hors sol, mais c'est pour rebondir sur J'espère être moins hors sol que la tomate, c'est les agriculteurs me le diront. Toi, Stéphane, dans ta conclusion, si tu devais, aujourd'hui, défendre une seule mesure, une seule innovation, ce serait quoi et comment tu as envie de conclure, un peu, Bah alors, bon, on avait discuté un petit peu justement sur quelle est la innovation qu'on pourrait mettre en avant vraiment en fin d'émission comme ça. Et je crois qu'on était tous à peu près d'accord sur les NGT en fait. Parce que, encore une fois, c'est une véritable révolution. On peut faire énormément de choses avec ces nouvelles techniques, y compris des choses qui peuvent améliorer grandement l'écologie, enfin qui peuvent servir l'agroécologie. Et donc vraiment, se passer de cette technologie-là, alors qu'elle est en pleine expansion, ce serait se tirer une balle dans le pied incroyable pour moi, voilà.
Alors après, bon, moi, je crois assez quand même aussi aux pistes agronomiques qui, je pense, pourraient être creusées également un peu plus, où on parlait du fléchage des subventions, etc. Je pense que c'est une bonne piste, on va dire, pour développer ces pratiques. Et bah, pour terminer, je voulais rebondir justement sur la difficulté d'un carcan comme le bio, c'est que a priori, donc les NGT, ils sont pas encore autorisés en Europe, mais c'est un parcours législatif qui est en cours. Mais en tout cas, ils seront pas autorisés en bio. Alors c'est une fierté pour certains, je pense que pour le coup, ça peut être, au final un boulet au pied finalement de l'agriculture bio parce qu'elle va quand même se couper d'une des Eh oui, technologies les plus prometteuses et c'est là où c'est à mon avis dommage, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des chapelles, alors que typiquement il y oui. a des pratiques d'agro-agriculture qui sont intéressantes et qui peuvent être intégrées et qui sont déjà intégrées par des agriculteurs conventionnels et en même temps, il y a des pratiques technologiques comme, l'automatisation, l'IA, les NGT dont à mon avis, il est dommage que les agriculteurs bio soient coupés. En tout cas, moi, je vous remercie ceux qui êtes restés jusqu'au bout de cette émission. En fait, cette émission, moi, je la vois comme un point de départ de la thématique agriculture sur Planète Ingé. Il y a plein de sujets hyper enthousiasmants. On en a parlé dans la dernière partie à développer dans d'autres épisodes. Donc, encore une fois, je renouvelle mon appel à ceux qui veulent intervenir dans l'émission. On a dû passer un peu de temps sur la partie constat et débunkage des. Bah, moi, ça me paraissait aussi important de le faire. Donc je remercie, les électrons libres pour avoir participé à cette émission, pour avoir lancé le sujet avec moi. Je suis très content de les avoir reçus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire. Si vous avez des questions, bah, les experts vont venir traîner sur la chaîne pour venir vous répondre. Vous pouvez aussi les contacter sur leurs réseaux sociaux. Pour venir dans l'émission, c'est très simple. Vous m'envoyez un email mathieupoulain@planeteinger.fr et comme d'habitude dans l'émission, le mot de la fin, ce sont pour mes invités, pour leur promo personnelle. Antoine, comme ça, hop, est-ce que tu vas ton mot de la fin, la petite promo perso pour les Ah bah, électrons libres? la promo perso, c'est très simple, il faut aller sur le site lel.media, vous verrez, toutes nos productions et j'espère que ça vous plaira et puis si vous voulez acheter le livre, Trop bio pour être vrai, il est donc très facilement trouvable sur Amazon et vous verrez, ça se lit très bien, c'est moi-même, c'est pas moi qui l'ai écrit ou très peu donc je peux en parler d'un regard extérieur et j'ai pris vachement de plaisir à le lire. Voilà. Et Stéphane, super prof, ta conclusion? Eh ben, écoute, Ta je promo? pense que beaucoup de choses ont été dites et que Antoine a dit l'essentiel, sur, ce qu'il fallait faire maintenant. Mais en tout cas, voilà, moi, j'étais ravi de participer à cette émission. Merci à toi, de nous avoir invités. C'était un plaisir, voilà. Merci, merci à tous et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Pensez à vous abonner à la chaîne. Merci monsieur.